Bien sûr, c'est lui qui fait appel de la décision en concertation avec ses conseils, qui étaient à l'époque Emmanuel Franck et Alexandre Martin. Entre-temps, il a changé de défense, il a choisi de changer d'avocat. Et donc, c'est notamment Maître Pierre de Buisson qui assure sa défense. Et la ligne de défense initiale de Maître de Buisson, en tout cas des premières déclarations qu'il a faites à la presse, ne changeait pas ou ne variait pas de façon majeure par rapport à la ligne précédente. C'est-à-dire qu'en clair, Cédric Jubilard se déclarait toujours innocent et entendait démontrer son innocence à l'occasion de ce procès en appel. Là, la ligne va changer. Et va nécessairement. Guillaume, est-ce que Cédric Jubilard et ses conseils pourraient décider est-ce que c'est possible d'ailleurs, techniquement, de renoncer à ce procès en appel ? De renoncer à ce procès en appel, le procès il va se tenir. Maintenant, la justice est organisée de telle sorte que... On peut pas dire finalement, j'accepte mon jugement de première instance, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Le procès en appel, il a été de toute façon, il est organisé, c'est formalisé. Et puis, dans tous les cas, cette lettre, maintenant qu'elle est révélée, puisque cette lettre au départ elle est destinée à ses avocats, et vous savez que la correspondance entre un client et ses avocats est une correspondance secrète, et c'est un secret très puissant qui est au moins l'égal du secret médical, c'est-à-dire que la correspondance entre un avocat et son client, ou même ce que l'avocat peut entendre et recueillir de son client au parloir, c'est totalement secret, c'est totalement confidentiel, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à votre avocat. Mais donc là, ça veut dire que le nouvel avocat de Cédric Jubilard, c'est avec l'accord de son client qu'il transmet la lettre à la Dépêche du Midi. Mais en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que même les conversations qu'ils ont eues au parloir pendant toute la période où il assure sa défense, c'est-à-dire maintenant presque une année, un tout petit peu moins, plusieurs mois, l'ont progressivement amené à faire évoluer sa position. En fait, je pense que là où il y a un moment de bascule, c'est la condamnation en première instance. C'est-à-dire que, en tant qu'accusé, vous clamez votre innocence et vous avez l'espoir, notamment au regard d'un dossier qui ne démontre pas de façon absolue, incontestable, votre culpabilité. J'entends par là qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de traces de sang. Enfin bon, bref, il manque des éléments lourds qui peuvent emporter de façon quasi irréfutable la culpabilité. Vous pensez en tant qu'accusé que vous avez des chances que votre innocence soit reconnue. D'ailleurs, à l'issue des 3h30 de plaidoirie d'Emmanuel Franck, beaucoup dans la presse judiciaire doutaient de la culpabilité. C'est qui Emmanuel Franck dans la presse judiciaire ? C'était son avocate aux côtés d'Alexandre Martin qu'on a entendu tout à l'heure. Merci. Mais vous prenez 30 ans. Et donc le verdict tombe, 31 de réclusion criminelle. Ça vous fait aussi réfléchir. Ça vous fait réfléchir sur est-ce que votre stratégie jusqu'à présent a été la bonne ? Est-ce que si vous avez l'espoir d'avoir une peine amoindrie pour profiter aussi de vos enfants qui ont énormément grandi. Ça fait quand même 5 années que Cédric Jubilard est en détention. Il y a eu les 4 années de détention provisoire, plus l'année qui a suivi après sa condamnation. Bon, tout ça vous fait réfléchir. Et donc il est à l'isolement d'ailleurs en prison ? Il est à l'isolement par mesure de sécurité, par mesure de protection. Après, il a parfois eu des codétenus, des voisins de cellules, puisque on en a entendu certains. D'ailleurs, avec une volonté des enquêteurs de voir si on pouvait arriver à le faire parler. Certains de ces codétenus ont bénéficié, notamment en particulier de remise de peine, de sortie anticipée. Enfin, mais ce que les gens se demandent, c'est partie d'une stratégie. Bien sûr qu'il est à l'isolement pour sa propre protection, mais pourquoi est-ce qu'on considère qu'il serait en danger en population générale ? Parce que d'abord, l'affaire a un retentissement médiatique très fort, extrêmement fort. Il faut éviter qu'il se suicide, il faut éviter que d'autres détenus s'en prennent à lui, que d'autres détenus exercent des pressions aussi sur lui. Il est un détenu particulièrement exposé, la France entière, la preuve encore. Parce qu'il est connu, quoi. Mais c'est qui il est. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui, sur la fin, justifiait son maintien en détention provisoire. Ses avocats se sont battus pour le faire sortir de détention provisoire.